jeux mobiles. Qui n'a pas déjà joué à un jeu mobile? Les enfants, les parents et même les personnes âgées jouent aux jeux mobiles. Pour le bon déroulement de la vidéo, je vais séparer les jeux mobiles en 3 catégories. Les jeux qui sont payants, dont je ne parlerai pas étant donné que personne n'y joue, les jeux qui rapportent de l'argent grâce aux revenus générés par de la publicité, mais également les jeux avec achat dans l'application que j'appellerai achat in-app. Lorsque l'on regarde le classement des jeux les plus joués sur l'App Store, on tombe sur ça. Coin Master, Cube Master, Money Buster, Fit 'em All, Stack Colors. Bref, des jeux moches, basiques qui n'ont pas l'air très recherchés ni qualitatifs. On retrouve des puzzles, des énigmes et surtout des mini-jeux très simplistes comme le premier, Stack Colors. C'est typiquement le genre de jeu que l'on voit dans des publicités de jeux mobiles justement, qui ont l'air sympas au premier abord mais que l'on ne garde pas plus de 2 semaines parce qu'ils sont très répétitifs. Le classement que vous venez de voir date du 1er juillet et seulement 4 jours plus tard, il a totalement changé. Ce genre de jeu montant très haut dans les classements, mais pour une durée très courte, il y a une entreprise française qui s'est spécialisée dans leur création et c'est Voodoo. Sur leur site, ils sont très fiers de montrer la première place du classement sur l'App Store que beaucoup de leurs jeux atteignent. Ils revendiquent même 3,7 milliards de téléchargements cumulés sur leurs 39 jeux sortis en moins de 7 ans. Sachant qu'en 2018, Voodoo employait seulement 60 personnes. Sortir autant de jeux avec si peu de personnes et en si peu de temps, ça peut paraître louche. Mais si l'on regarde de plus près, on comprend très vite le modèle et la façon de fonctionner de Voodoo. Les jeux ne proposent pas grand-chose, il n'y a aucun contenu et les parties ne durent pas plus de 2 minutes. Et c'est quasiment la même chose pour chaque jeu. La stratégie de Voodoo est donc d'industrialiser la création de jeux. Ils partent d'une simple idée, d'un petit concept qui peut tenir dans des parties de moins de 2 minutes, puis ils utilisent des logiciels qui permettent de créer des jeux rapidement sans coder, et ils sortent le jeu, histoire de passer à la suite. Vous l'aurez donc compris, Voodoo produit des jeux à la chaîne, qui sont très peu coûteux à produire et prennent le minimum de risques possible. Donc si un jeu est un échec, ce n'est pas grave, étant donné qu'ils en ont plein d'autres de prévus. Ces jeux rapportent de l'argent via les publicités, mais également la revente de données. Et ça marche, puisqu'en 2018, Goldman Sachs est devenu actionnaire de référence de Voodoo. On l'a déjà vu, les jeux de type Voodoo rassemblent une quantité affolante de personnes connectées sur leur téléphone en même temps. Et en 2019, l'entreprise a eu l'idée d'utiliser cette base importante de personnes connectées sur leur jeu pour analyser les comportements des joueurs et collecter des données sur la façon dont nous réagissons face à des modifications dans un jeu. L'objectif est de créer un cahier des charges universel auquel les équipes de développement devront recourir pour la création de chaque jeu et de coacher ces développeurs grâce au big data pour créer le jeu parfait. Les jeux type Voodoo ont beau être les jeux les plus joués, ils ne sont absolument pas les jeux dans lesquels les utilisateurs dépensent le plus d'argent. Si l'on regarde ce classement, on remarque qu'une entreprise y figure 3 fois, et c'est Supercell. Et ça tombe bien, parce que ça fait 7 ans que je joue à leur jeu quasiment tous les jours. Supercell, en 10 ans d'existence, n'a sorti que 5 jeux, contre 39 pour Voodoo. Vous vous doutez donc que Supercell n'a pas la même stratégie, ils sont même à l'exact opposé. Tout d'abord, les jeux Supercell ont de belles icônes, de beaux graphismes, des musiques agréables, des histoires, un monde et un univers à découvrir. Ce que Voodoo n'a pas, et pour cause, ils ne visent absolument pas le même public. Les jeux de type Voodoo sont hyper casual. Comprenez par là très grand public. Vous n'avez pas besoin d'apprendre une liste de touches, d'apprendre des techniques, d'avoir des réflexes, et surtout pas besoin de vous investir. De plus, les jeux Supercell sont conçus pour durer dans le temps, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur leur site. Mais comment gardent-ils les joueurs sur la durée, alors que la majorité des autres jeux mobiles se font désinstaller au bout d'1 ou 2 heures de jeu? Eh bien c'est tout simplement en utilisant des mécanismes de sociologie et de manipulation mentale. Et pour vous expliquer cela, je vais devoir jouer à un jeu et nous allons prendre le premier de la liste, donc Clash of Clans. La promesse de base est simple, vous êtes transporté sur un champ totalement vide, et vous devrez y construire un village que vous améliorerez pour mieux vous défendre face aux vagues d'ennemis qui tenteront de vous piller pour voler vos ressources. Ces ressources permettent d'améliorer votre village, et améliorer son village pour être le plus fort étant le but du jeu, vous attribuez donc beaucoup de valeur à ces ressources. Votre objectif sera d'obtenir des ressources pour les dépenser dans le village, pour obtenir plus de ressources, et ainsi de suite. C'est une sorte de boucle infinie, et l'on appelle justement ça la boucle de gameplay. Et cette boucle de gameplay est appliquée à tous les jeux Supercell, et même la plupart des jeux mobiles proposant des achats dans l'application. L'une des composantes majeures de ce genre de jeu est les graphismes. Quand je lance Clash of Clans,
Les décors sont agréables à regarder, les personnages ont l'air sympathiques et l'univers semble dense. On a envie d'en découvrir plus. Ce jeu est sorti il y a 8 ans et pourtant il est toujours très beau. Alors que quand on compare avec Candy Crush qui est sorti la même année, on comprend pourquoi Candy Crush est délaissé. Mais commençons à jouer au jeu. Un personnage m'accueille pour me dire quoi faire, on part d'un hôtel de ville en ruine, et 10 minutes plus tard on a un village totalement métamorphosé. Le début du jeu laisse donc une très bonne première impression. Et c'est finement calculé. Le début du jeu ne montre pas l'expérience globale du jeu, il montre celle que l'on aurait si l'on mettait beaucoup d'argent dans le jeu. Ainsi, cette application utilise le biais de première impression. Le but du jeu est d'améliorer son village pour en faire une gigantesque base. Me vient alors l'idée de regarder à quoi peut bien ressembler un village au niveau maximal. Et là c'est incroyable, du jour à la nuit. Les bâtiments sont beaucoup plus nombreux, plus jolis, beaucoup plus puissants. C'est sûr que c'est différent des pauvres petits canons que l'on possède au début. Forcément, on veut atteindre ce niveau et être aussi évolué, alors on doit retourner sur son village et jouer. Donc là je vais améliorer mon canon au niveau 3, et on peut remarquer que deux choses ont changé. On me demande plus d'or et plus de temps pour améliorer le même bâtiment. Et c'est là que le premier mécanisme de manipulation est utilisé, et il s'agit de la technique du pied dans la porte. Elle consiste à vous faire une demande très peu coûteuse, que vous accepterez, suivie d'une seconde demande un peu plus coûteuse. Avec cette technique de manipulation, vous serez plus apte à accepter la seconde demande plus coûteuse, si vous avez déjà accepté la première. Nous allons prendre pour exemple l'expérience de deux psychologues sociaux, Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule. Cette expérience consiste à poser une requête que l'on va appeler requête finale à deux groupes. Cette requête consiste à demander aux deux groupes d'étudiants de stopper leur consommation de cigarettes pendant plusieurs jours. Sachant que pour le premier groupe, on utilise la technique du pied dans la porte en leur posant une requête intermédiaire peu coûteuse, qui est de stopper leur consommation de cigarettes pendant une journée. À la fin de l'expérience, on s'est rendu compte que les individus du premier groupe étaient plus enclins à accepter la requête finale que ceux du second groupe, car les étudiants du premier groupe étaient entrés dans un processus d'engagement, ce qui rend le refus de la seconde requête plus difficile. Avec cette technique de manipulation, des personnes ou entreprises peuvent nous faire accepter des requêtes que l'on n'aurait jamais acceptées en temps normal. Dans la partie de Clash of Clans que je viens de lancer, pour améliorer mon canon au niveau 3, on me demande d'attendre 15 minutes et de payer 1000 pièces d'or. Mais dans ma partie normale sur laquelle je joue d'habitude, on me demande pour améliorer le même canon d'attendre 6 jours et de payer 5,5 millions d'or. Si dès le début du jeu on vous avait demandé de jouer une dizaine d'heures et d'attendre plusieurs jours pour améliorer un simple bâtiment, vous auriez refusé. Mais en acceptant la première requête, vous vous êtes engagé et entré dans un cercle vicieux. Mais pourquoi les gens continuent à jouer à ce genre de jeu? Eh bien parce qu'il y a d'autres techniques pour les retenir. Tout d'abord, les micro-récompenses. Quand vous récupérez des pièces, améliorez des choses, le jeu récompense visuellement, en rendant plus jolis les bâtiments que vous améliorez. Il y a des sons quand vous passez un niveau, quand vous gagnez une partie ou pour la moindre action que vous faites. Inconsciemment, votre cerveau libérera des petites doses de dopamine et les joueurs auront le sentiment d'être doués. Ainsi, les joueurs vont associer ces mini-récompenses à leur qualité et se croire doués. Évidemment, quand un joueur n'avance pas suffisamment vite, il rejette la faute sur le jeu. Il s'agit là du biais d'autocomplaisance. Pour garder les joueurs connectés, il y a des communautés, des événements et des systèmes de clans qui vous demandent de jouer régulièrement. Mais aussi des mises à jour qui étoffent le contenu du jeu pour qu'il ne se termine jamais. Et toutes ces méthodes s'appliquent dans la majorité des jeux de l'entreprise. Mais pourquoi ces jeux veulent-ils prendre notre temps? Ces jeux cherchent notre temps pour 3 raisons. Plus l'on joue à un jeu, et plus l'on sera susceptible de recommander le jeu en question, ce qui permettra au jeu d'agrandir son nombre de joueurs. Ensuite, plus vous jouerez et aurez mis d'efforts dans le jeu pour avancer, moins il sera facile de désinstaller et de quitter le jeu. Mais surtout, plus vous aurez joué au jeu, et plus vous aurez de chances de craquer et de dépenser de l'argent dedans. Dans tous les cas, garder les joueurs sur une longue durée permet de rapporter plus d'argent. Et pour vous faire dépenser de l'argent, ces jeux utilisent d'autres méthodes de manipulation, comme la technique de la porte dans le nez. Il s'agit de l'opposé du pied dans la porte. On vous montre 2 façons d'atteindre un objectif. Une méthode très difficile et une autre qui paraît plus facile ou plus intéressante en comparaison et que vous accepterez forcément mais que vous n'auriez pas accepté en temps normal. Par exemple, jouer une dizaine d'heures pour gagner de l'or qui permet d'améliorer un canon ou payer 5 €. Si l'on vous avait dit de payer 5 € en temps normal, vous auriez refusé. Mais avec cette technique, c'est plus compliqué. La porte dans le nez fonctionne car elle alimente l'illusion de choix.
Dans de plus en plus de jeux, il y a des systèmes de passes saisonniers. Pendant une saison ayant une durée déterminée par le jeu, qui varie de 1 à 3 mois, vous pouvez payer un pass, qui est à 5 ou 10 euros, qui ne sera valable que durant une saison et qui vous permettra, si vous jouez beaucoup, d'obtenir de nombreuses récompenses, que vous auriez mis plus de temps à obtenir si vous n'aviez pas payé. Ainsi, en achetant un pass, vous vous engagez encore plus dans le jeu et êtes forcé de jouer pour ne pas avoir acheté un pass pour rien. Enfin, il y a le plus connu, les loot box, qui sont des boîtes surprises que vous ouvrez dans le jeu qui regorgent de récompenses diverses. C'est clairement comme les tickets à gratter. Sauf que là, même en ayant de la chance, vous ne gagnerez pas d'argent mais des objets virtuels. Mais alors, faut-il éviter certains jeux mobiles? Pour les jeux type Voodoo avec de la publicité, là où il faut se méfier, c'est au niveau de la revente des données. Mais à part ça, il n'y a pas réellement de problème. Mais pour les jeux avec achat dans l'application, c'est un peu plus compliqué. Si l'on résume, pour vous garder longtemps dans le jeu, les développeurs utilisent des techniques de manipulation comme le pied dans la porte, afin de créer un processus d'engagement. Ils utilisent le biais d'ancrage, la bonne première impression, pour alimenter l'illusion que vous vous amusez dans le jeu, et mettent à jour le jeu pour qu'il ne se termine jamais. Ils vous gardent dans l'espoir que vous recommandiez le jeu à d'autres personnes, et font en sorte de vous frustrer afin que vous payiez, et utilisent d'autres techniques de manipulation. Mais tout n'est pas non plus à exclure dans ces jeux, et particulièrement sur les jeux Supercell. Certes, à première vue, ils ont uniquement l'air d'attrape-pigeons, mais ceux-ci permettent à certaines personnes de se retrouver dans le jeu, de passer de bons moments ensemble. Il y a également de la stratégie et des compétitions. À la base, un jeu vidéo a pour but de divertir, d'amuser, pas de frustrer les joueurs. Il s'agit d'un produit culturel de consommation, au même titre qu'un film ou un livre. Si ça ne dérange pas de payer pour voir un film ou lire un livre, alors pourquoi ne pas payer pour jouer à de vrais jeux vidéo, qui sont des expériences, et pas des services ayant pour but de voler votre temps, voire votre argent.